La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour la dernière émission de la saison, votre TVR BP Go Business Club, où l'économie décryptée par ceux qui la font. Merci d'être avec nous depuis cet écrin de Polaris pour vivre une émission de 26 minutes tournée bien évidemment autour de l'économie, mais surtout nous allons célébrer un anniversaire dans un instant avec les trois chroniqueurs du jour. Merci à vous Valérie-Anne Laudet, vous êtes directrice marque et com, fondatrice de Farbet Éditions. À vos côtés, celui qui nous accueille tous les mois. Merci à vous, Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Et grand merci d'être avec nous ce soir. Jean-Philippe Croc, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie 35. Merci à vous trois pour célébrer un véritable anniversaire de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel, le millénaire de cet écrin, là aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Le site est désormais le troisième lieu de l'Hexagone le plus visité après la Tour Eiffel et le château de Versailles. C'est environ chaque année 3 millions de curieux du monde entier qui viennent découvrir cet endroit majestueux, notre 8e merveille du monde. Je vous demande d'accueillir le directeur général de l'établissement public national du Mont-Saint-Michel, Thomas Welter. Bonsoir Thomas. Bonsoir Stéphane. Grand merci d'avoir accepté cette invitation du TVR BP Go Business Club. Il y aura un peu aussi, au-delà de cet anniversaire, ce millénaire de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel, il y aura aussi en filigrane une véritable flamme olympique. Cette flamme olympique, c'est votre activité et actualité parce que vous avez eu la visite du président Macron il y a quelques jours. Elle passera par le Mont Saint-Michel et face à vous, vous avez Benoît Cattel qui, lui, va transporter cette même flamme olympique vraiment de Brest jusqu'en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à bord du magnifique Maxi Banque Populaire 11, avec à son bord Armel Lecléache. J'aimerais vous entendre l'un et l'autre vraiment sur cet aspect. Thomas Welter, déjà, j'aurais tendance à dire la flamme olympique au Mont-Saint-Michel, bien évidemment. Oui, alors ça peut paraître une évidence. Simplement, faire passer la flamme olympique aujourd'hui, on est dans une émission à vocation économique, ça a un coût. Et donc les chiffres sont publics, donc je peux les donner. Faire passer la flamme olympique sur un département en France, c'est 180 000 euros à débourser par département. Et donc avec le président du département de la Manche, en l'occurrence, nous avons décidé de tout simplement séparer la somme en deux. Et donc je lui ai dit, moi je veux bien y aller, simplement je veux que le final de cette flamme olympique puisse arriver tout en haut du Mont-Saint-Michel. Donc c'est comme ça que le deal s'est fait et on est évidemment ravis. Je pense que les images seront assez incroyables et uniques au monde. D'ailleurs, quand le parcours de la flamme a été dévoilé, Tony Estanguet, petite fierté, a dit un mot important pour nous, c'est que le site du Mont-Saint-Michel ferait partie forcément des images inoubliables de ce parcours de la flamme olympique. Et merci en tout cas pour ces images. Merci à Dominique Jamoto qui réalise cette émission. Alors là, ce sera une grande première, Benoît Cattel, parce que c'est la première fois que la flamme va traverser un océan. C'est un pari incroyable. Là, vous avez scotché un peu tout le monde aussi, hein. Voilà, alors avant de traverser, elle va traverser nos départements. Hein. Voilà, elle va avoir, je crois, 6-7 lieux
d'étapes et puis de découverte de lieux sur l'ensemble du territoire de la Banque Populaire Grand Ouest. Grand Ouest. Et ça va être un spectacle et un spectacle populaire. Ce sera une fois dans notre vie. On l'a vu beaucoup ailleurs et on va la voir là chez nous et on peut même la porter, et on peut se porter candidat. Voilà. Et puis après, elle va quitter le territoire métropolitain pour rejoindre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, et ça se fera parce que le groupe BPCE et la Banque Populaire, on est très engagés sur le sport de manière générale, sur le sport populaire. Pour les JO, et donc, pour nous, c'est un honneur et on en est très fiers. Thomas Velter, vous avez occupé, vous êtes jeune, vous avez occupé déjà des fonctions à forte responsabilité, mais lorsque vous avez pris cette délégation vraiment au Mont-Saint-Michel, quelle a été votre première réaction ? Alors, c'est une mission forcément un peu particulière, effectivement. Je pense qu'on s'en souvient toute une vie de présider aux destinées dans un temps très court. Il faut être très humble parce que le Mont-Saint-Michel, comme vous le disiez, il a une histoire millénaire. Donc, moi, la première action, c'est déjà un retour aux racines. Il se trouve que j'ai fait une partie de mes études de droit à Rennes. Il se trouve que je suis normand de l'Orne. Et donc, le Mont-Saint-Michel, quand on est enfant, c'est un site qu'on va souvent visiter en famille. Et donc, c'est pour moi un retour aux sources. Et puis, c'est une responsabilité vraiment importante parce qu'on a un collectif Mont-Saint-Michel. On a plusieurs centaines de personnes qui travaillent aussi dans ce grand collectif. Donc c'est une PME quelque part, le Mont-Saint-Michel. Donc fierté et puis en même temps humilité parce que les responsabilités sont quand même importantes. Il faut le dire, les établissements publics, établissements publics national, il n'y en a pas tant que ça. C'est le seul en tout cas sur notre... Ah oui, alors dans le Grand Ouest de la France, c'est le seul. Ensuite, vous avez le château de Chambord et puis vous avez quelques sites parisiens. Mais c'est un établissement public qui marque aussi la volonté de l'État de mieux gérer quelque part le Mont-Saint-Michel en lien avec les collectivités, la région Bretagne qui participe financièrement, la région Normandie et le département de la Manche. Valériane Laudet. On a beaucoup parlé de la surfréquentation du Mont-Saint-Michel, alors que finalement, ça concerne surtout 5% du temps. Comment vous gérez l'afflux des visiteurs importants lors des périodes hautes, comme ça a été le cas lors de l'Ascension, par exemple ? Pouvez-vous nous dire plus sur ces mesures mises en place et si elles ont déjà un résultat tangible ? Alors, je me suis un peu mordu les doigts, je dois vous avouer, d'avoir publié cette photo sur les réseaux sociaux le 19 mai avec un Mont-Saint-Michel saturé de monde, mais en même temps, ça a eu un effet assez vertueux, c'est-à-dire que ça nous a permis de rappeler sur toutes les chaînes télé, radio, que le Mont-Saint-Michel, il faut en profiter différemment. Et donc, on a des outils de communication, forcément, alors à notre petite échelle, mais de dire qu'il faut venir impérativement avant 11h ou après 16h sur quelques jours de l'année. On parle de 10-15 jours dans l'année. Le reste de l'année, le Mont-Saint-Michel est tout à fait praticable et le confort de visite est présent. Donc, on a ces mesures de communication et puis on a des mesures tout simplement de régulation tarifaire, c'est-à-dire qu'on propose aujourd'hui aux gens de venir se stationner au Mont-Saint-Michel gratuitement, 10 mois sur 12, à partir de 18h30. Là aussi, c'est pour inciter à venir à d'autres moments de la journée. Le créneau vraiment critique, c'est 11h, 15h. Donc on a toute une série de mesures incitatives. Je pourrais les dévoiler une par une, mais je pense que ça prendrait un peu de temps. Mais donc de la communication, des mesures structurelles aussi, des régulations par les navettes qui permettent aujourd'hui d'accéder au Mont-Saint-Michel. Et puis aussi, je fais le lien avec le domaine culturel, notre volonté de ne pas programmer et surprogrammer d'événements culturels ou d'événements tout court sur les périodes de forte affluence. C'est pour ça que les festivités du millénaire se concentrent essentiellement en avril, mai, juin, y compris en semaine, et on trouve notre public, et chacun est évidemment ravi de profiter du Mont-Saint-Michel de cette manière. Jean-Philippe Croc. Bonjour. Vous parliez du Mont-Saint-Michel comme établissement public et comme PME. Alors je suppose que c'est une gouvernance un peu particulière pour ce qui est de l'établissement public du Mont-Saint-Michel. Comment est-ce que vous gérez ces trois aspects? J'en ai identifié trois, mais il y en a peut-être d'autres, qui sont l'aspect spirituel, parce que nous sommes dans une abbaye et qui revêt un aspect spirituel, Milan en tant que tel, cet aspect écologique lié à l'ensemble de la baie et l'ensemble des intervenants, et l'aspect économique, bien sûr, qui est relativement important.
Alors, vous avez raison, la gouvernance du Mont-Saint-Michel est un peu particulière. Aujourd'hui, c'est un établissement public national, comme je le disais, avec 2 ministères de tutelle, le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique. Parce que le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas seulement du patrimoine bâti, c'est aussi du patrimoine naturel et paysager. On s'en rend compte en organisant des événements sportifs, comme un triathlon international très prochainement. Et puis, nous avons comme administration assez dense, très représentatif, assez unique en son genre aussi en France, avec 9 représentants de l'État, 9 représentants des collectivités et différents autres établissements publics à tout France, voilà, qui s'occupent notamment du tourisme en France. Donc la spiritualité, nous sommes dans un État laïque, donc nécessairement on a la volonté de ne pas interférer dans l'activité religieuse du site, mais elle n'est pas pour autant mise de côté. Puisque vous avez toujours une communauté monastique tout en haut du Mont-Saint-Michel, dans l'abbaye, et donc on a une convention d'occupation des lieux avec eux. Évidemment, sur l'économie, j'ai exercé à Bercy, donc je sais que Bercy veille toujours à ce que les établissements publics ne s'enrichissent pas trop, et qu'on puisse verser aussi au pot commun des richesses issues des sites touristiques en France. Et puis évidemment, l'environnement, c'est pour nous le sujet majeur aujourd'hui, plus que peut-être le patrimoine bâti, puisqu'on a des enjeux très très forts au Mont-Saint-Michel. Et on est assez exemplaire, et ça n'est pas assez connu, de valorisation justement de tous nos travaux, des suivis environnementaux qu'on fait. Moi, j'ai dans mes équipes une responsable d'environnement qui survole régulièrement le Mont-Saint-Michel. C'est un métier qu'on peut qualifier de rêve en ULM pour compter les oiseaux, les phoques dans la baie. Et on a des suivis assez clairs avec l'Office français de la biodiversité et le ministère sur le sujet. Voilà, donc c'est concilier évidemment beaucoup de sujets avec beaucoup d'interlocuteurs, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de l'activité au quotidien. Alors, ce qui est un petit peu étonnant au Mont-Saint-Michel, c'est les chiffres et leur paradoxe. Vous avez 3 millions de visiteurs, et lorsque l'on regarde les résidents, alors là, ça se compte à l'unité. Hein. Oui, alors là, le ratio est effectivement très élevé, puisque vous avez 14 habitants à peu près au Mont-Saint-Michel, sans compter les communautés monastiques. Et puis 3 millions de visiteurs, effectivement, 3 millions annuels. Le succès ne se dément pas, alors avec des sujets de surfréquentation, mais 3 millions de visiteurs, vous avez un chiffre d'affaires estimé généré entre les activités publiques et privées au Mont-Saint-Michel de 100 millions d'euros. C'est une estimation, on n'a pas encore d'études assez fines sur le sujet. Et puis, vous avez sur ces 3 millions de visiteurs, 1,5 million seulement, je dirais, qui vient visiter l'abbaye. Donc là, c'est aussi un appel que je fais à vos spectateurs, téléspectateurs, c'est que venez aussi dans l'abbaye, c'est quand même la richesse architecturale du site du Mont-Saint-Michel. Donc ça, c'est un sujet, un enjeu pour nous, mais les chiffres, ils sont très nombreux. Je pourrais aussi parler de la grille tarifaire, des parkings et autres, mais on a beaucoup de chiffres comme ça, assez clés, qui révèlent la richesse et aussi les paradoxes, vous avez raison, du Mont-Saint-Michel. Et lorsque l'on a préparé cet entretien, vous m'avez dit que la feuille de route, elle était vraiment bien fléchée pour vous. Hein. Oui, exactement. Alors nous, c'est 3 missions principales. Gérer le site au quotidien. Je pense qu'il y avait une insuffisance de gestion jusqu'à présent. Je ne jette la pierre à personne, mais il n'y avait juste pas de structure qui gérait cette locomotive de l'économie touristique. Et puis ensuite, développer le site et améliorer l'expérience de visite. Parce que là aussi, il faut être assez humble, on part quand même de zéro. L'image du Mont-Saint-Michel est parfois un peu dégradée justement par l'accueil qui est fait par certains acteurs économiques, et ça je ne m'en cache pas et j'assume de le dire, donc on essaie de les embarquer vers un tourisme plus durable. Benoît. Moi je vais partir d'une anecdote que j'ai vécue et vous poser 2 questions sur des registres très différents. L'anecdote est la suivante, il y a une trentaine d'années, j'ai fait visiter à une personne le Mont-Saint-Michel. Bon, je ne suis pas guide, hein. Donc c'est une personne qui n'avait jamais été au Mont-Saint-Michel et qui donc a fait le chemin en marchant, tout doucement, et commençait à monter, et en fait qui s'arrêtait à chaque instant pour regarder telle pierre, telle enseigne, et qui suivait ce chemin. Et puis elle s'est assise à un moment donné, et voilà, regardant les choses comme si le monde s'était arrêté, alors qu'il y avait des touristes qui défilaient. Et en fait, cette personne, elle était coréenne, elle avait 80 ans, elle n'était jamais sortie de son pays, et elle rêvait de voir le Mont-Saint-Michel. Alors ma question est double, c'est qu'est-ce qui fait la magie du Mont-Saint-Michel? Premier point. Et deuxième point, qu'est-ce qu'on dit aux étrangers? Comment, dans votre rôle, vous dites aux visiteurs étrangers qui pourraient venir, comment on s'adresse à eux et avec quel objectif? Pour répondre à votre première question,
comment attirer, enfin, quelle est la richesse du Mont-Saint-Michel, qu'est-ce qui fait sa magie? Il y en a deux pour moi. C'est un îlot rocheux au milieu de la mer, sur lequel des hommes ont bâti pendant des centaines, voire des milliers d'années maintenant aujourd'hui, un site absolument unique dans le monde. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de monastère aujourd'hui perché dans le monde de cette manière au-dessus de la mer. Donc dans un îlot rocheux dans un écrin naturel absolument magique. Donc je pense que l'image du Mont-Saint-Michel se suffit à elle-même. Et puis ensuite, pour attirer... Alors, c'est peut-être c'est peut-être pas très bien de dire ça, mais on n'a pas la volonté forcément d'attirer davantage de monde aujourd'hui au Mont-Saint-Michel. Donc, moi, je dirais que la possibilité pour les visiteurs étrangers, c'est de profiter du mont à d'autres moments de l'année, l'été. Et donc, c'est pour ça, notamment, vous parliez c'était une touriste coréenne. Les Coréens sont très présents au Mont-Saint-Michel, après les Japonais. Donc c'est 40% à peu près des visiteurs, enfin, hors Union européenne. Donc les Coréens, eux, ils ont tout de suite intégré par leur tour opérateur et leur pays et ce qu'on avait pu promouvoir à l'époque, que le Mont-Saint-Michel ne se pratiquait pas quelque part en juillet-août, mais plutôt à d'autres moments de l'année. Donc vous avez beaucoup de Coréens qui viennent l'hiver. Donc là, encore une fois, l'hiver, ce sont les lumières du Mont-Saint-Michel qui sont assez magiques, même plus belles qu'en été. Valériane. Dans votre mission de faire rayonner le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas tellement la question d'accroître la notoriété, puisque Stéphane le rappelait tout à l'heure, c'est le deuxième site le plus visité après le bassin parisien, mais plutôt d'accroître la qualité de l'expérience visiteur avec plus de qualité dans l'accueil, dans l'accès, dans la restauration, dans la fabrication française des souvenirs. Est-ce que cette volonté de changement a-t-elle déjà porté ses fruits ? Je l'espère. En tout cas, c'est vrai, vous avez raison. On doit monter en gamme au Mont-Saint-Michel. Ça, c'est clair. Et monter en gamme ne veut pas dire rompre avec un public très populaire depuis des années au Mont-Saint-Michel. Au contraire. Et donc, ça, c'est un sujet pour nous qui est majeur. C'est pour cela qu'on a créé une marque, notamment, une marque institutionnelle soutenue par le gouvernement qui permet de promouvoir des produits locaux, des produits sourcés, et de générer de l'économie, des retombées économiques pour le territoire qui soient profitables justement au territoire et à ses habitants. Et non pas une économie qui s'évapore trop rapidement. Donc on a besoin effectivement de qualité. Et donc on a très prochainement un restaurant dans un bâtiment de l'État. On a fait une concession avec une entreprise. Un restaurant qui va être un lieu magnifique et dans lequel le cahier des charges, j'ai souhaité que nous puissions avoir des produits gastronomiques accessibles à tous, mais en même temps locaux et sourcés. Et ça, c'est vraiment pour nous primordial, parce que c'est une première au Mont-Saint-Michel. Donc vous voyez cet exemple de la qualité de la restauration est pour moi majeur. Et je pense que le Covid a permis à un certain nombre de Français, voire des visiteurs étrangers, de se rendre compte qu'il fallait consommer différemment et profiter du Mont-Saint-Michel différemment. Donc c'est quelque part aussi une aubaine pour nous d'avoir eu cette crise du Covid. Jean-Philippe. Alors, le Quénon n'a pas encore mis le Mont-Saint-Michel en Bretagne. Il n'a pas retrouvé sa raison. Pas encore, tout à fait. Confirme, je le par contre, c'est vrai que les connexions, bien entendu, entre le Mont-Saint-Michel et la région Bretagne, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sont importantes. Quels sont très concrètement les liens qui sont tissés entre le Mont-Saint-Michel et les territoires adjacents ? Vous parliez de surfréquentation touristique. Est-ce que des solutions n'est pas aussi de créer des liens et des parcours, on va dire, qui permettent de délester un peu le Mont-Saint-Michel ? Est-ce que ce sont des choses qui sont aujourd'hui étudiées et comment est-ce qu'elles fonctionnent, notamment avec le territoire brétilien ? Bien sûr, même toute la Bretagne et le sud-Manche et l'ouest normand. Ce que l'on a mis en place, c'est tout simplement des conventions avec les offices de tourisme. Je pense à Saint-Malo Agglomération et le pays de Dol de Bretagne, pour ce qui concerne le territoire brétilien. Et donc ces conventions, elles ont un objectif assez clair, c'est de simplement vous arrivez au Mont-Saint-Michel, plutôt que de rester juste une journée au Mont-Saint-Michel, vous profitez, vous avez désormais un menu de territoire, ce que j'appelle un menu de territoire dans notre centre d'information touristique. Et ça, on ne l'a pas inventé nous-mêmes, on l'a fait avec les territoires. J'ajoute que toutes les collectivités, à commencer par la région Bretagne, mais aussi les
communautés d'agglomération à côté du Mont-Saint-Michel, y compris en Bretagne, sont parties prenantes. Elles sont membres du conseil d'administration de l'établissement public. Donc quand on parle de stratégie touristique, ce n'est pas juste isolé dans notre coin. Et c'est vraiment avec tous les territoires pour que les visiteurs puissent profiter des richesses bretonnes et normandes. Thomas Welter, le Mont-Saint-Michel est une véritable marque. C'était important il y a un an de changer un peu l'aspect du logo. Aujourd'hui, vraiment, c'est bien reconnaissable puisque le logo se décline vraiment avec la forme géographique du Mont-Saint-Michel et de l'abbatiale. Il y a de la bière également estampillée à consommer avec modération qui est également lancée. Il y a une volonté vraiment du saut vers l'avant. On a une volonté aussi assez identitaire, assez claire, c'est-à-dire que cette marque institutionnelle avec ce logo que moi j'estime assez joli et assez représentatif, cette marque elle a justement pour vocation de permettre au savoir-faire normand et breton de mieux s'exprimer et d'être valorisé. Donc oui, il y a une assez grande fierté d'avoir ce logo, cette marque institutionnelle qui se décline en trois signatures, l'abbé, le village et l'abbaye, ce qui montre bien le champ d'intervention de l'établissement public qui n'est pas juste l'abbaye du Mont-Saint-Michel, mais bien l'ensemble du site, y compris le site naturel. Benoît. Il y a 30 ou 40 ans, on disait le Mont-Saint-Michel ne sera plus une île. Et puis aujourd'hui, on dit Venise va sombrer sous les eaux. Donc ma question est, beaucoup de travaux ont été faits. Est-ce que ça porte ses fruits? Et est-ce qu'il faut prévoir d'autres choses ou est-ce qu'il y a un risque pour le Mont-Saint-Michel avec la montée de l'eau qu'on nous prédit? Alors, les travaux de rétablissement du caractère maritime dont vous faites mention sont un succès. Ils ont duré plus de 20 ans, 10 ans d'études, 10 ans de travaux, inauguration en 2015 par le président Hollande. Et ces travaux, ils nous ont permis deux choses. Un, que le Mont-Saint-Michel ne soit pas gagné par l'herbe et par la terre. Si on n'avait rien fait en 2030-2040, c'est-à-dire demain, le Mont-Saint-Michel aurait été entouré d'herbe. C'est l'évolution naturelle d'une baie comme celle-ci. Et deuxièmement, c'est un succès parce que ça nous a permis de regagner 100 hectares de fonds marins dans un rayon de 1000 mètres autour du Mont-Saint-Michel et surtout de restaurer de la biodiversité. Puisque aujourd'hui, vous avez des espèces animales et de la flore qui n'existaient pas jusqu'à présent au Mont-Saint-Michel ou qui étaient en voie de disparition. Donc nous avons, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue technique et d'un point de vue esthétique, réussi notre pari. Alors après, c'est un travail de tous les instants. Il faut maintenir ces lâchers d'eau qui permettent de chasser les sédiments au large du Mont-Saint-Michel. Sur votre question du réchauffement climatique, on la pose à peu près tous les jours, cette question. Et aujourd'hui, on a pour le moment à notre disposition une étude de Météo France interne, assez confidentielle, qui montre que les effets de la montée des eaux dans la baie du Mont-Saint-Michel et a fortiori au niveau du Mont-Saint-Michel seraient très limités. Parce que nous sommes en fond de baie, nous sommes vraiment isolés dans la baie, et il y a beaucoup de sédiments dans cette baie, donc forcément, c'est un obstacle aussi naturel à la montée des eaux. Je ne peux pas vous en dire un peu plus, j'attends justement qu'on puisse contracter avec certaines entreprises partenaires pour financer un certain nombre d'études plus poussées dans le domaine du réchauffement climatique. Ce qui est sûr, c'est que les événements tempétueux, les événements climatiques se multiplient à forte intensité, et donc ça a des dégradations sur nos ouvrages d'accès, notamment le pont Passerelle. Alors nous sommes dans le Money Time, il nous reste 2 minutes 30, questions-réponses rapides. Jean-Philippe. Moi j'ai une question, il est où votre bureau dans Mont-Saint-Michel et quelle est la vue que vous avez? Alors j'ai la chance d'avoir un très beau bureau tout en haut de Mont-Saint-Michel, dans lequel, pour la petite histoire, le président de la République est venu et il m'a dit qu'il m'enviait sur ce bureau-là. Mais c'est plus un bureau de réception. En réalité, le caractère opérationnel de l'établissement public fait que j'ai un bureau face au Mont-Saint-Michel. C'est aussi sympathique, mais plutôt sur la terre ferme. Lorsque l'on regarde les grands chantiers de demain, qu'aimeriez-vous apporter, vous, votre patte, Thomas Welter, au Mont-Saint-Michel de demain? D'abord, de faire changer de regard sur le Mont-Saint-Michel. C'est pour moi essentiel. Donc, ça passe par un certain nombre de mesures que nous avons mises en place. Mais faire changer de regard et se dire que le Mont-Saint-Michel, on peut en profiter vraiment à d'autres moments de l'année. Et puis, l'autre chantier, pour moi très important, c'est améliorer le confort de visite et monter en gamme sur un certain nombre de choses, dont l'accueil au public et dont la qualité de ce qu'on peut y trouver dans l'assiette et dans l'hôtellerie.
Allez, en 30 secondes, peut-être Benoît, dernière question. En fait, c'est quel est le jour où vous me conseillez de venir, puisque vous donnez des conseils, et à quelle heure? Donc on sera tous là, quoi. Voilà. Non, mais c'est qu'entre nous. 95% des jours de l'année, mais si j'ai un conseil plus particulièrement à donner, c'est quand même de venir en hiver, au soleil levant, c'est-à-dire vous venez au mois de décembre, vous regardez la météo avant quand même, parce que ça change vite au Mont-Saint-Michel, et vous venez vers 6h, 6h30 du matin, vous avez un lever de soleil absolument splendide sur le mont. Alors j'ai compris, le Normand ayant fait ses études à Rennes, j'ai senti tout à l'heure avec Jean-Philippe Croc qui se posait un peu la question à qui appartenait le Mont-Saint-Michel. Il appartient. Non, je vous confirme qu'il appartient géographiquement au département de la Manche et à la Normandie. Voilà. Désolé de vous décevoir. Et aux Bretons aussi qui vont le voir parce qu'ils l'apprécient. C'est parmi le public qui vient au Mont-Saint-Michel, vous avez le département de la Manche, mais vous avez aussi le département d'Ille-et-Vilaine en numéro 2. Donc évidemment, les Bretons sont les bienvenus en permanence au Mont-Saint-Michel. On peut vous applaudir, Thomas Welter. Merci. Merci à vous, directeur général de l'établissement public national du Mont-Saint-Michel. Allez le visiter cet été et l'hiver prochain. En tout cas, on peut le visiter à différents moments de l'année. Les couleurs sont changeantes et magnifiques. Merci beaucoup. C'était le dernier rendez-vous de cette saison. Merci à vous, Benoît Cattel, de nous accueillir ici à la Banque Populaire Grand Ouest. On aura grand plaisir à vous retrouver mi-septembre avec de nouveaux invités, des femmes et des hommes qui font l'économie de notre territoire. En attendant, passez à toutes et tous d'excellentes vacances. Rendez-vous au mois de septembre. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.